Nouvelle édition spéciale en direct sur i24 News. Bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous au 6e jour de cette opération Rugissement du Lion. Nos équipes, nos experts mobilisés évidemment pour vous donner les infos en temps réel et les clés de ces événements. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure et avant de passer en vue les aspects militaires, eh bien la première étape, c'est tout de suite Tel Aviv avec Shani Guidalia qui nous attend en direct dans le secteur de Savidor. Bonjour Shani, justement, Savidor, carrefour des transports, on le sait bien à Tel Aviv, avec la question des quelques 100 000 Israéliens bloqués en ce moment à l'étranger. Israël se mobilise. Il y a bien des vols de rapatriement en ce moment. Exactement, David. L'opération en question de rapatriement s'appelle Aile du Lion. Les 2 premiers vols de rapatriement ont atterri ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Le premier, c'est un vol El Al en provenance d'Athènes qui a ramené 170 Israéliens en Israël. Le second, c'est un vol de la compagnie Israël qui a aussi ramené 170 Israéliens. Beaucoup d'Israéliens qui sont revenus, sont passés aujourd'hui par cette station de train Savidor Merkaz où je me trouve. On a pu nous-mêmes voir un groupe de 5 personnes qui sont revenues en Israël, qui n'ont pas voulu être interrogées à l'antenne, mais qui m'ont quand même dit que la prise en charge par les autorités a été très efficace. L'opération, elle est donc gérée par la ministre des Transports, Miri Regev, qui a déclaré qu'elle faisait tout pour amener chaque Israélien à la maison en toute sécurité et que cette opération de rapatriement peut s'effectuer même en temps de guerre, ce qui montre aussi la capacité à ramener les Israéliens à la maison, même dans les temps les plus complexes. Au total, aujourd'hui, il y a 17 vols de rapatriement qui sont prévus, qui doivent atterrir à l'aéroport Ben Gurion à raison de 2 par heure. Et ces opérations se déroulent évidemment en coordination avec les autorités de sécurité. Toutes les compagnies aériennes israéliennes sont évidemment mobilisées pour rapatrier les Israéliens qui sont bloqués à l'étranger, c'est-à-dire El Al, Arka, Israël et Air Haïfa. L'autorité des aéroports se prépare aussi à un flux un peu plus important d'avions et de passagers après 5 jours de fermeture de l'espace aérien. Voilà, opération Aile du Lion, un lion qui ne fait donc pas que rugir. Question pratique, Shani, qui est prioritaire en ce moment ? Alors, les compagnies donnent la priorité aux passagers dont les vols vers Israël ont été annulés. Pour l'attribution des sièges, ce sera aussi selon un ordre spécial. Tout d'abord, les situations humanitaires et les urgences médicales. Au total, il y a 10% de places sur chaque vol qui sont attribuées à ces personnes prioritaires. Concernant les départs d'Israël, la situation elle est un petit peu plus complexe puisque les départs depuis Israël commenceront à partir de dimanche et ils fonctionneront là encore avec une capacité réduite de 50 passagers par avion pour des raisons évidentes de sécurité. En attendant, les personnes qui souhaitent quitter Israël peuvent toujours le faire par voie terrestre, c'est-à-dire depuis la Jordanie ou depuis l'Égypte. Et selon le ministère des Transports, il est aussi possible de revenir vers Israël par ces voies terrestres. Et jusqu'à maintenant, il y a 25 000 Israéliens qui étaient bloqués à l'étranger qui ont utilisé ces points de passage terrestre pour pouvoir revenir en Israël. Voilà, donc pour les solutions qui sont offertes aux voyageurs. Merci beaucoup, Shani Guidalia, en direct de Tel Aviv. On accueille à présent Jonathan Serrero et Déborah Benayoun. Bienvenue à tous les deux. Jonathan, aucune information ne vous échappe. On va passer en vue ce qui se passe avec vous, que ce soit au Liban et en Iran. Mais d'abord, parmi les derniers développements de cette guerre, nouvelle vague de raids de Tsahal, l'aviation de Tsahal au-dessus de Téhéran. Ces dernières heures, 90 chasseurs, 40 cibles et à peu près 200 munitions au moins. 12e tour de ces avions de Tsahal et de frappe sur Téhéran, mais même sur tout le Liban. L'objectif de l'armée israélienne, mais aussi de l'armée américaine, c'est de nettoyer le terrain, tout d'abord, d'annihiler tous les systèmes de défense antiaérienne de la République islamique, de détruire tous les entrepôts de missiles sol-sol qui sont envoyés vers le territoire israélien, mais aussi de permettre à l'arrière israélien, à la population israélienne de pouvoir profiter de cet allègement qui a été décidé par le commandement du front intérieur. Il y a aussi les autres objectifs de l'armée israélienne de viser les bâtiments de la sécurité intérieure de la République islamique, des forces Bassaj, des forces des gardiens de la Révolution. On le sait, ces gardiens de la Révolution
opère en ce moment dans les rues, dans les différentes rues du pays, organise des barrages filtrants, s'installe dans les écoles, les hôpitaux. Cela nous rappelle un mode de fonctionnement qui ne vous a pas échappé, David, celui du Hamas, puisque le Hamas a appris de l'Iran, et l'Iran met en application sa technique aujourd'hui. Ouais, sans grande surprise. Jonathan, quelques mots aussi sur les pays du Golfe, dont le Qatar, c'est important. Le Qatar, malgré lui, qui est quelque part partie prenante maintenant dans cette guerre. Le Qatar, c'est l'hydre du Moyen-Orient, on le sait, le grand argentier mondial qui finance le monde du sport, le monde universitaire, qui se veut la figure modérée du monde arabe à l'international. Mais on le sait depuis le 7 octobre que le Qatar finance les organisations terroristes de la région. Et aujourd'hui, le Qatar est utilisé comme une sorte de bouclier diplomatique, de bouclier militaire par l'Iran, puisque la République islamique attaque le sol qatari, attaque les bases américaines pour faire pression sur les monarchies du Golfe et pour faire pression sur Donald Trump, pour l'obliger à arrêter cette guerre. C'est toute la stratégie de la République islamique. Donc, je dirais que le double jeu qatari se dévoile aujourd'hui à la face du monde. Double jeu, effectivement. Pas moins de 12 pays qui ont été quand même frappés par l'Iran depuis samedi dernier. Jonathan, l'autre front, c'est bien sûr le Liban. Et là, il y a des développements qui sont très intéressants. Le Hezbollah qui lance des missiles et des drones toujours, on l'a vu encore aujourd'hui. Et puis Tsahal qui répond avec force. On parle de frappe là sur le bastion du Hezbollah, le quartier de Daria, au sud de Beyrouth. Au sud de Beyrouth, près de 500 000 personnes ont été évacuées dans les quartiers sud de Beyrouth, dans ces quartiers de la Daria, là où siège le quartier général du commandement du Hezbollah. Et on va voir tout de suite les images de ces embouteillages de Beyrouth. Et c'est un formidable levier de pression politique, sociale, outre aussi la pression militaire qui est mise par Tsahal, pression sociale et politique mise sur les autorités libanaises. Et il y a des déclarations qui sont importantes, qui sont à prendre en compte. Le Premier ministre du Liban qui déclare que les Iraniens ne pourront plus disposer d'un droit de visa automatique pour entrer au Liban et interdit aussi toute activité des gardiens de la révolution dans le pays, ce qui devrait conduire normalement à l'expulsion immédiate du Liban des gardiens de la révolution. C'est des décisions qui sont en tout point historiques, révolutionnaires, qui, si elles se traduisent sur le terrain, confirmeraient, David, l'affaiblissement de l'axe iranien et de la République islamique. Et il y a aussi une déclaration du chef d'état-major de l'armée libanaise, Rudolf Ekal, qui a indiqué que l'armée libanaise n'affrontera pas l'armée israélienne si l'armée israélienne venait à investir les territoires du sud Liban et à opérer au sol dans un avenir proche, éventuellement. Pour le moment, il n'y a aucune décision en ce sens. Ouais, ça en dit long sur l'essolement effectivement du Hezbollah, en tout cas réveil tardif des autorités libanaises sur le péril que fait peser le Hezbollah sur la stabilité du pays du Cèdre. Merci Jonathan, vous restez avec nous tous les deux. On va retrouver également notre expert défense justement. Bonjour Mathias Inbar. Mathias, on va rebondir avec vous d'abord sur ce front libanais. Double pression actuellement, on le voit sur le Hezbollah, celle militaire de Tsahal, y compris des opérations terrestres, vous allez nous dire peut-être, et puis celle par ricochet des autorités libanaises. Oui, effectivement. D'abord, c'est mon information du jour qui a été autorisée à publication par la censure militaire. J'ai pu obtenir des sources israéliennes et libanaises le fait que l'armée israélienne élargisse désormais plusieurs kilomètres au-delà de cette ligne de défense à l'intérieur du territoire libanais, ses opérations terrestres. Ça veut dire très clairement que l'armée israélienne, grâce aux divisions 91 et 146, vont aller chercher, ces soldats vont aller chercher les commandos Radwan qui sont redescendus au sud du fleuve Litani. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est même des agences de presse internationales qui affirment avec preuve à l'appui que l'ordre a été donné par le Hezbollah de faire redescendre les Radwan. Donc, il risque d'avoir effectivement opposition très claire au sol et donc avancement et élargissement des opérations terrestres. On n'est pas encore dans la guerre terrestre que Tsahal menait il y a quelques mois de cela, avant le cessez-le-feu, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et puis, pour répondre à votre question, oui, effectivement, j'ai écouté plusieurs
pseudo-experts sur des plateaux de télévision en Europe, en France, en Europe, qui disaient oui, mais c'est Israël qui a essayé de bouger les lignes pendant l'accord de cessez-le-feu. Or, on le voit très clairement, les autorités libanaises sont très claires. Ce que vient de dire Jonathan, c'est plus qu'historique. C'est une première. C'est-à-dire qu'on comprend du côté des autorités libanaises qu'on est en train de s'auto-suicider. Le Hezbollah est en train d'emmener le Liban dans un suicide géostratégique. Lorsque les officiers des gardiens de la révolution ont pris le contrôle du Hezbollah, très clairement, les autorités libanaises ont compris, même si très tardivement, peut-être certains diront trop tardivement, qu'ils étaient en train de se saborder. Et là, effectivement, de déclarer que les Iraniens qui voudront entrer au Liban auront besoin d'un visa et donc de facto interdire la présence des gardiens de la révolution, pire, c'est-à-dire qu'on déclare les armes du Hezbollah illégales. Normalement, si le Liban applique, et je reste au conditionnel, David, si le Liban applique cette mesure, c'est une première mondiale. Mais en même temps, la mesure de désarmer le Hezbollah avait été votée et rien n'a été fait. Donc, il y a une énorme différence au pays du Sahel, malheureusement, entre les mots et les actes. Ouais, de la parole à l'action. Avant de parler de l'Iran, vous nous confirmez juste, Mathias, qu'on peut s'attendre à une confrontation directe entre Tsahal et les forces Radouane dans le secteur du Litani, peut-être ? Ça en prend le chemin, j'ai envie de dire malheureusement, parce que une guerre, il y a un prix à payer à cette guerre. Et lorsque Tsahal élargit ses positions à une dizaine de positions au-delà de la ligne de défense et à quelques kilomètres en profondeur, forcément, du côté de Tsahal, on va aller chercher les cellules terroristes, on va aller chercher les terroristes des Radouane. Forcément, cela se traduit par un affrontement. Ça fait partie des scénarios. Alors l'Iran maintenant, en quelques mots, Mathias, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais que retenir des dernières heures ? On sait que Tsahal a encore atteint des sites de missiles installés au cœur de Téhéran, la capitale, et puis on a d'ailleurs des chiffres concernant les lanceurs de missiles. Oui, c'est le nombre de lanceurs de missiles qui ont été atteints par Tsahal, 300. Alors, ça semble peu, parce qu'effectivement, quand on dit qu'il y a entre 4000 et 5000 missiles avant l'entrée en guerre samedi dernier, sauf que dans toute guerre moderne, que ce soit face au Hamas, face au Hezbollah ou face à l'Iran, c'est très bien d'impacter les missiles, mais lorsque vous impactez les lanceurs de missiles, vous empêchez l'ennemi de pouvoir réarmer. Et ça, c'était l'objectif de Tsahal face au Hamas, face au Hezbollah. C'est l'objectif conjoint de l'armée américaine et de l'armée israélienne, pilonner, saper le programme balistique iranien, que ce soit des lanceurs de drones, des drones et des lanceurs de missiles. Les lanceurs, l'une des clés effectivement de ce face-à-face. Merci beaucoup Mathias Inbar, on vous retrouve évidemment dans quelques minutes. En attendant, nous sommes en ligne, cette fois-ci avec Jonathan Keller. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Votre analyse de l'évolution de cette guerre d'un point de vue d'abord opérationnel, parce qu'on parle beaucoup côté israélien et américain de l'efficacité, et c'est vrai, de la coopération entre les deux armées, et de gains qui seraient déjà historiques, c'est ce qu'on dit à Washington face à l'Iran. Ça vous semble être en adéquation avec la réalité ? Oui, alors je pense que tout à fait, il y a eu des développements qu'on peut effectivement considérer comme étant historiques. La mort de Khamenei, l'élimination de dizaines de pourcents, comme Mathias vient de le dire, des rampes de lancement de missiles, ce que les Américains font vis-à-vis de la marine iranienne, l'élimination de l'essentiel du leadership militaire et politique iranien, et j'en oublie certainement. Par contre, je crois qu'il y a une illusion qu'il ne faut surtout pas vendre au public, qui est celle d'un effondrement imminent du régime iranien. Cette guerre se terminera avec un régime iranien qui sera malheureusement sur ses deux pieds. Et pour l'instant, il fait preuve d'une certaine résilience, malgré les coups qui lui ont été portés. Voilà, c'est effectivement deux choses distinctes. D'amoindrir les capacités du régime et de faire tomber, c'est autre chose. On note l'implication quand même grandissante des pays du Golfe. On le disait à l'instant, le Qatar qui aurait abattu d'ailleurs deux bombardiers iraniens qui s'approchaient de la base américaine Al-Udeid pour la frapper. Cette guerre, elle est en train de quelque part de réinitialiser, vous diriez, les équilibres là dans la région ?
Alors tout à fait, cette guerre, elle n'a pas pour but de mettre fin au régime iranien. Elle n'a pas non plus pour but de démanteler le Hezbollah de son arsenal. On a essayé de faire ça pendant 1 an et demi, on n'est pas parvenu à cet objectif. Cette guerre a effectivement pour but de planter les germes d'une nouvelle géopolitique régionale qui, on l'espérera, soit en notre faveur, avec surtout des ennemis, à la fois le Hezbollah et l'Iran, qui certes survivront, mais qui seront surtout appelés à gérer des luttes internes, et des luttes pour leur légitimité à l'intérieur de sur leur propre socle, plutôt que de s'armer et de poser une menace, voire une menace existentielle à l'État d'Israël. Ouais, donc effectivement, une réalité qui serait plus favorable à Israël dans la région. Concernant les Kurdes, parce que c'est l'autre dossier important ces jours, si vous pensez qu'ils pourraient agir dans le cadre d'offensives terrestres, pourquoi pas ponctuelles, contre l'Iran, avec évidemment l'appui, que ce soit aérien, logistique, renseignement d'Israël et de l'Amérique? Alors d'abord, j'ai vu des rapports de presse comme quoi, je crois que c'était dans Reuters, comme quoi les Kurdes avaient déjà lancé une invasion dans l'ouest de l'Iran. Sur les faits, il n'y a pas d'invasion qui soit. Cela se serait évidemment vu. Il y a peut-être eu quelques embuscades par-ci par-là, quelques opérations commando par-ci par-là, mais il n'y a pas eu d'invasion. Un signe avant-coureur d'une telle invasion serait des bombardements intensifs israéliens et américains, non pas des gardiens de la révolution, mais de l'armée iranienne, qui, on l'oublie souvent, d'abord la responsabilité de la protection des frontières de l'Iran, et ensuite est assez conséquente en termes d'effectifs et même en termes d'armement. Donc, pour permettre une telle campagne, il faudrait avant tout heurter la capacité de l'armée iranienne à protéger ses frontières. Par contre, effectivement, je crois que c'est un scénario qui fait très peur. Je crois que le régime des ayatollahs a la tendance de croire qu'il peut gérer des bombardements aériens, aussi intensifs qu'ils soient. Par contre, une invasion terrestre et un réveil des minorités ethniques à l'intérieur de l'Iran, c'est un autre jeu. Ouais, effectivement, beaucoup de problèmes au niveau des minorités. Votre avis aussi au sujet du Liban, c'est l'autre front en ce moment. Israël a une occasion, là aussi, vous pensez, d'amoindrir encore plus cette milice du Hezbollah? Alors, visiblement, vous l'aurez compris, on a un petit problème de connexion avec Jonathan Keller, qu'on remercie toutefois, évidemment, pour cette analyse. On va se pencher cette fois-ci sur l'attitude de l'Iran. Il est là, me dit-on, il est revenu. Vous nous entendez, Jonathan Keller? Je vous entends. Voilà, dernière question, après on vous laisse tranquille. Mais concernant le Liban, est-ce que vous pensez que là, Tsahal aussi est dans son rôle, c'est-à-dire qu'on saisit cette occasion, suite à l'agression du Hezbollah, d'amoindrir encore plus cette milice pro-Iran? Alors tout à fait, cette opération militaire israélienne au Liban, qui d'abord est aérienne et qui va très bientôt être aussi terrestre, n'est pas une fin en soi, mais elle a pour but de faire jouer des leviers de pression sur le Liban. Il y a 2 leviers de pression. L'un passe à Téhéran, à savoir une fin, un affaiblissement du régime iranien se rapporterait effectivement immédiatement sur la capacité du Hezbollah à être financé et à agir. Et le deuxième levier passe évidemment à Beyrouth. Comme Mathias l'a rappelé, il y a une pression qui est sans précédent à l'intérieur de la scène même libanaise sur le Hezbollah. Donc tout à fait, c'est un axe important. On a beaucoup parlé de l'Iran, mais c'est un axe important de cette guerre. Par contre, il faut gérer cette opération de façon intelligente. D'abord, il faut laisser l'État libanais de côté, le gouvernement et l'armée libanaise de côté. Et puis ensuite, il faut commencer à réfléchir comment est-ce qu'on va se sortir de cette situation et dans quelles conditions pourraient être favorables pour mettre pour mettre un terme à ces opérations. Donc les 2 leviers, encore une fois, militaire et politique interne au pays du Cèdre. Merci encore à vous, Jonathan Keller. Allez, comme promis, penchons-nous sur l'attitude de l'Iran et les déclarations récentes du régime qui menacent Israël et les États-Unis. Bonjour Mathieu Winding, on en parle avec vous. Mathieu, le site de Dimona, site nucléaire a priori dans le sud d'Israël, dans le viseur des ayatollahs, si l'objectif de faire tomber le régime de Téhéran est confirmé. En tout cas, c'est ce que disent les ayatollahs à Téhéran. Exactement, David. C'est une déclaration qui émane du dépêche de l'agence de presse ISNA, qui est un organe de presse du gouvernement iranien et qui relaie les messages des gardiens de la révolution. Un militaire iranien menace donc Dimona, la ville israélienne située dans le Negev, dont loin de là se trouve le centre de recherche nucléaire Shimon Peres. Selon la presse étrangère, ce serait un élément clé du programme présumé d'armement nucléaire israélien. Israël ne confirme ni n'infirme posséder l'arme nucléaire. Cette menace arrive donc 6 jours après le début des opérations conjointes américaines et israéliennes en Iran.
Les deux pays ont non seulement voulu empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire et de détruire son programme de missiles balistiques. Israël encourage activement les Iraniens à renverser leur régime, tandis que les États-Unis indiquent qu'ils accueilleraient favorablement un tel changement. Mathieu, en admettant que les gardiens de la révolution puissent mettre leurs menaces à exécution, quelles seraient leurs chances de réussir une telle opération ? Alors David, je ne vais pas faire durer le suspense. D'après les experts militaires, leurs chances sont très faibles. La menace n'est cependant pas prise à la légère en raison des capacités balistiques de l'Iran. L'Iran a encore des missiles balistiques d'une portée de 2000 km, donc suffisant pour atteindre Dimona. Leur précision, cependant, est limitée et il faut savoir qu'ils mettent 12 minutes pour atteindre d'Israël. Alors, Dimona serait l'un des sites les mieux protégés au monde. Il bénéficierait d'une priorité absolue d'interception avec un système multicouche, avec des systèmes dont on parle beaucoup sur notre antenne, Arrow 2, Arrow 3, la fronde de David, Dôme de fer et la nouvelle technologie laser, Iron Beam. Alors, en Israël, l'efficacité de la défense antiaérienne israélienne est située entre 86 et 90%. Pour Dimona, on n'a pas les chiffres, mais on peut supposer qu'ils augmentent. Le site date de la guerre froide. Il aurait été conçu pour résister à des bombardements conventionnels massifs et l'Iran ne disposerait pas de munitions capables de pénétrer les structures souterraines de Dimona. Donc, si l'Iran a la capacité de lancer, de tirer sur Dimona, alors, la probabilité d'un impact direct et d'une frappe réussie est extrêmement faible. Effectivement, donc site prioritaire, vous l'avez dit. Dimona, c'est important. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Alors, qu'en pensent les Israéliens de cette opération ? Eh bien, on se tourne vers vous, cette fois-ci, Déborah Benayoun. Rebonjour, Déborah. C'est un sondage qui nous apprend que ça pourrait, effectivement, ça pourrait, la grande majorité des Juifs israéliens pourraient soutenir cette guerre sur le long terme. Oui, c'est un sondage de l'Institut israélien de la démocratie qui a été réalisé entre les 2 et 3 mars dernier, donc c'est tout récent. Et clairement, on peut dire que les chiffres sont sans appel parce que 93% des Juifs israéliens ont exprimé leur soutien. C'est un contraste, ceci dit, assez saisissant avec les Arabes israéliens. C'est intéressant de faire la distinction dans les communautés, puisque du côté des Arabes israéliens, cette fois, ils ne sont que 26% à soutenir. Donc, on sent qu'une grande majorité des Arabes israéliens est plutôt contre cette opération. Ce qui est intéressant à souligner également, ce sont les légères disparités, les différences selon les affiliations politiques. Mais globalement, on sent quand même qu'il y a un soutien massif parmi les Juifs israéliens. Ceux qui sont de gauche sont 76% à soutenir, au centre 93% et à droite 97%. Et si on regarde cette fois la confiance qui est accordée aux politiques, là aussi on constate encore une disparité entre les Juifs et les Arabes israéliens, puisque 74% du public juif estime que Benyamin Netanyahou fait confiance à Benyamin Netanyahou dans sa gestion de l'opération. En revanche, seuls 16% des Arabes israéliens ressentent la même chose. Et ici, les disparités qui sont liées aux affiliations politiques sont plus prononcées parce que les partisans de la gauche ne font confiance au Premier ministre qu'à 40% dans sa gestion de la guerre. Au centre, c'est 62% et à droite, 85%. Donc les clivages, malgré ce qui s'appelle un consensus pour le reste concernant la guerre. Déborah, le sentiment de sécurité, c'est important. Les Israéliens se sentent-ils protégés face aux attaques de l'Iran ? Alors là aussi, il y a des disparités très fortes entre Juifs et Arabes israéliens. 74% du public juif se sent assez bien protégé, voire très protégé des attaques iraniennes, mais ça représente seulement 15% du public arabe. Et là aussi, il y a aussi une distinction intéressante à faire entre les sexes, parce que globalement, les femmes se sentent moins protégées que les hommes. Si on fait la distinction entre hommes et femmes et entre juifs et arabes, vous allez voir que les chiffres sont encore plus représentatifs. 81% des hommes juifs contre 67,5% des femmes juives se sentent protégées. Et chez les Arabes, c'est encore pire, 22% des hommes contre 8% des femmes. Donc on sent aussi qu'il y a un effet de genre dans tout cela. Alors évidemment, les personnes qui sont protégées chez elles, qui ont un miklat ou un mamad, eh bien, elles se sentent nettement plus protégées que celles qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et puis un dernier élément, c'est que le sondage cherche à déterminer l'opinion des interrogés sur la durée de l'opération. Concrètement, combien de temps cette opération doit durer ? Eh bien, parmi les Juifs, la majorité estime que l'opération doit se poursuivre jusqu'à ce que les objectifs militaires et l'objectif politique de renverser le régime des ayatollahs soient atteints. On parle quand même de 57%. En revanche, 36% des Juifs estiment que l'opération doit cesser une fois les objectifs militaires atteints. Et parmi les Arabes israéliens, là, il y a une très forte proportion, 52%, à répondre ne pas savoir. Donc, il y a finalement encore une disparité entre les Juifs et les Arabes israéliens. Effectivement, intéressant ces disparités. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Justement, Jonathan Serrero, avant de conclure cette première demi-heure, il y a toujours un aspect politique, on l'imagine, dans les guerres en Israël. Mais là, quelque part, on retrouve aussi une forme de consensus au sein de la classe politique israélienne concernant cette offensive contre l'Iran.
Oui, il y a une unité politique qui est affichée autour de l'action du Premier ministre israélien. Il y a même des pourfendeurs de la politique de Benjamin Netanyahou, en l'occurrence un journaliste, Ben Caspit, pour ne pas le citer, qui se dit proche de la gauche israélienne, qui l'affiche ouvertement et qui indique que tout le crédit en revient à Benjamin Netanyahou d'avoir lancé la guerre contre l'Iran, mais il le déclare aussi responsable du 7 octobre. On n'a pas entendu les opposants habituels à Benjamin Netanyahou critiquer l'action du Premier ministre. Il pourrait avoir quelques critiques sur les allègements qui ont été décidés par le commandement du Front intérieur. Certains disent sous pression des bureaux du Trésor de Bezalel Smotrich. Là, il pourrait avoir une polémique naissante sur ces questions-là. Effectivement, intéressant toujours, cette attitude des politiques et des journalistes, souvent aussi très politisés en Israël, peut-être plus qu'ailleurs. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Merci, Déborah. On se retrouve juste après. On va parler, restez avec nous, de l'attitude de la France. Nous serons avec Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national, qui nous dira si la France a eu raison de donner son feu vert aux Américains pour l'utilisation de certaines de ses bases aériennes. Voilà, très courte pause. On se retrouve juste après. Restez avec nous.